C'est Merci, bon? ça passe. Ouais, super. Ok, donc moi je vais vous parler de Seagull 5.1 qui est sorti en bêta release donc en juin et qui est censé sortir normalement courant juillet. Mais alors, après, de manière habituelle, on a toujours un peu des retards pour sortir les releases. Donc ce sera peut-être du coup septembre. Mais vu que maintenant il y a l'intégration continue avec les branches master sur GitHub, tout ça, c'est moins crucial de sortir des versions. Donc voilà. Donc ça c'est le changelog de Seagull 5.1 qu'on trouve donc sur le site de Seagull qui explique quelles sont les nouveautés dans Seagull 5.1. Donc il y a principalement trois nouveaux packages. Un package de remaillage tétraédrique, un package autour de la topologie de courbes sur des surfaces et un nouveau package sur le bounding box optimal. Donc, je vais vite fait présenter ces trois packages. Je vais détailler un peu plus le surface mesh topologie qui est très important, bien sûr. Et puis, il y a aussi d'autres petites nouveautés que je parlerai. Je parlerai pas de tout, mais voilà. Je vais faire un aperçu un peu de ce qu'il y a. Donc, tout d'abord, remaillage tétraédrique. Il y avait du remaillage de surface triangulaire avant, et maintenant il y a des remaillages tétraédriques. Donc, isotrope, en utilisant donc quand on se balade, donc ça c'est la doc de Seagull. Quand on se balade dans la doc de Seagull, la plupart du temps, il y a des liens vers les papiers qui détaillent les algos implémentés. Donc ça, c'est la doc utilisateur. C'est un package assez petit parce que au final, en termes d'API, il y a principalement une seule fonction qui va faire le remaillage du trop. Et bien sûr, après, avec des paramètres. Donc, on voit ici un exemple qui va générer un maillage tétraédrique, puis le remailler avec un certain nombre de paramètres. Donc, je vais tout de suite faire une toute petite démo. Et par rapport à cet exemple-là, je vais parler d'une fonctionnalité qui a été rajoutée aussi il n'y a pas longtemps dans Seagull et qui, je trouve, est intéressante. Donc, la plupart du temps, les exemples de Seagull, c'est ça. C'est des exemples assez minimalistes qui illustrent une fonctionnalité. Et la plupart du temps, comme cet exemple-là, finalement, quand on va lancer cet exemple, il va rien se passer. Parce que ça calcule des choses. Et puis, vous voyez qu'avec ce match tétraédrique, il se passe rien. Et donc, du coup, c'est assez frustrant pour l'utilisateur qui dit, OK, le maillage a été remaillé, mais je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il y a certains exemples où on va afficher une valeur numérique qui va être le nombre de tétraèdres, des propriétés sur les angles, etc. Et c'est quand même assez frustrant. Et donc, pour résoudre cette frustration, ce qu'on a fait récemment, c'est on a rajouté une petite fonction alors que je vais vous montrer là. Donc là, c'est le même exemple, remaillage tétraédrique, mais rajouté avec cette fonction-là, donc Seagull Draw. Et donc, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est que toutes les structures de données de Seagull sont capables d'être affichées au travers de cette fonction générique Draw. Donc ici, j'ai rajouté cet include-là, Draw triangulation 3, puisqu'on travaille avec des triangulations 3. En rajoutant cet include-là, désormais, cette fonction Draw va normalement être capable d'afficher un maillage tétraédrique. Et donc, ça change tout, puisque maintenant, quand je lance... alors, c'est pas pratique parce que j'ai une barre sur l'endroit où je tape dans mon terminal. Voilà, c'est mieux. Donc, ça change tout, puisque maintenant, quand je lance un exemple de Seagull, eh ben, j'ai rien qui se passe. Si, voilà. Donc, j'ai une fenêtre 3D qui s'ouvre, qui est ce qu'on appelle le Basic Viewer. C'est un petit viewer OpenGL assez limité, mais qui est quand même un grand pas en avant par rapport à un affichage texte. Et donc là, on a par exemple le maillage tétraédrique avant, et là, on a le maillage tétraédrique. Ah non, c'est l'inverse. Ça, c'était le maillage tétraédrique après. Ça, c'est le maillage tétraédrique avant. Hop là. Ça va l'affichage OpenGL, ça... Ouais, ouais, très bien. C'est bon, Parfait. ok. Donc le match tétraédrique avant, le match tétraédrique après. Donc c'est une petite fenêtre QGL Viewer qui possède pas grand chose comme fonctionnalité. On peut afficher les sommets, les arêtes. On peut afficher en mode fil de fer ou pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des random color, mais je sais plus trop comment on fait. On peut inverser les normales. Et donc voilà, désormais, cette fonction draw, on essaye de la rendre disponible pour toutes les structures de Seagal. Et ce qu'on est en train de faire là avec un GSoC, c'est rajouter la possibilité de mettre un plan de clipping. Et donc, ce plan de clipping, il y a une partie solide d'un côté et de l'autre côté, une partie soit transparente comme ici, soit fil de fer comme ici, soit pas du tout affiché comme là. Et donc ça permet, quand on travaille avec des maillages volumiques comme c'est le cas ici, de voir l'intérieur et donc de comparer le maillage avant, le raffinement et après. Tu vois Donc pas voilà. exactement la même, tu vois pas exactement la même visu que dans la doc avec des seuillages des éléments. Enfin, toi, du Non, c'est filtrage ça, ouais. d'éléments là. Ok. Ouais. Juste Donc ça, c'est le petit Basic Viewer qui a été rajouté, qui permet juste de voir des modèles 3D. La plupart du temps, ce qui est utilisé dans les docs Seagal, c'est ce qu'on appelle la polyhedron démo, qui est la grosse démo de Seagal, qui grossit de plus en plus et qui, normalement, intègre aussi toutes les fonctionnalités présentes dans Seagal. L'inconvénient de cette démo, donc l'avantage c'est qu'elle est très complète, l'inconvénient c'est que c'est très gros, donc déjà compiler ça dure très longtemps, et puis à manipuler c'est pas évident quand on connaît pas. Donc là c'est vraiment, tu vois, c'est le parti pris inverse. On dit on a un tout petit exemple, on rajoute un draw et on va pouvoir voir ce qui se passe, quoi. Pardon, j'ai une petite question. Oui. Tu peux faire des coupes ou pas du tout dans cet outil de visu simple? Alors que tu voudrais avoir une coupe 2D, c'est ça? Ouais, parce que là on voit, en fait, on voit rien. Enfin, Alors si là tu c'est une coupe, voilà. euh, C'est une bah coupe. ouais. Tu sais, enfin, presque Attends, ce qu'ils montrent je sur vais leur passer la page web, c'est plus explicite, quoi. je Tu vais vois? passer le bureau de Guillaume et je te dis si je vois la même chose parce que s'il faut, il y a des bugs de WebEx, j'en sais rien. Oui, donc là, ce qui est fait dans ce truc-là, c'est oui, une espèce de seuillage sur les tétraèdres, quoi. Alors que là, c'est vraiment une coupe par un plan 2D. Et donc forcément, ce plan, il intersecte aussi le milieu de certains tétraèdres. Donc c'est pour Et ça donc qu'on a cet aspect. tu affiches aussi ceux que tu intersectes. Mais Voilà. niveau visuel, c'est Alors par contre, le Basic Viewer est très facile à utiliser. Et donc si on voulait faire cette fonctionnalité-là, ce serait très simple de modifier le Basic Viewer pour dire ben, tous les tétraèdres qui sont soit intersectés, soit dedans, on les affiche complètement et pas comme ici en partie. Donc T'es c'est pas dans ton faisable. bureau en fait. Pardon? T'es pas dans ton bureau? Non, je Ah, suis chez moi. parce que je me demandais si c'était pas un problème de WebEx ou un truc comme ça, que le stream OpenGL était tout cassé, ou je sais pas, mais. Non, 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 c'est vraiment ce que C'est j'ai vraiment pourri. en vrai moi, mais parce que ouais, voilà, faut vraiment voir, c'est un plan 2D qui coupe par une certaine position, et donc ça coupe le milieu de tétraèdre. Donc quand un tétraèdre est coupé en son milieu, enfin son milieu, pas proprement, et ben on va voir des bouts de face. C'est pour ça qu'on voit cette visu-là. Mais enfin, excuse-moi, je repose encore une question, mais c'est un peu, si tu peux remontrer ta visu, je comprends Oui. pas bien pourquoi des fois tu vois des arêtes entre les faces euh, et des fois non. Enfin, tu vois, quand tu fais ta coupe, tu as l'impression que des fois tu n'as pas d'arête. Alors des fois, tu as vu les arêtes, elles sont à l'intérieur, elles sont pas sur le plan, hein. Donc Oui, en fait, tu montres que vraiment les vraies arêtes et tu montres pas, tu matérialises pas comme arêtes les intersections. non, ah non, c'est pas des arêtes, c'est ça, c'est ça. Ouais, tu montres vraiment que les arêtes. Bon, ok. Non, d'accord, moi c'est tout. Ok, merci. Ok, donc ça c'était Tetrahedral Meshing. Deuxième nouveauté, c'est Optimal Bounding Box. Donc ben, là, je vais passer très vite, hein. Jusque-là, dans Seagal, il y avait ce qu'on appelait un ABB tree, qui est pas mal utilisé pour accélérer les calculs et donc qui est aligné sur les axes. Et donc désormais, il y a un calcul qui existe de bounding box optimal, donc ABB à gauche ici là en rouge et optimal bounding box à droite en vert, qui bien sûr, si l'objet n'est pas aligné sur les axes, ça va être beaucoup plus précis. Donc ça utilise l'algo de je sais plus qui, mais ça doit être écrit quelque part. Voilà, Shang et Al
Fast Oriented Bounding Box Optimization. Donc voilà, je fais pas de démo, mais on voit ici sur l'échiquier le résultat. Et de toute façon, c'est assez simple. Si on regarde un exemple, on a un maillage donc qui peut être représenté au travers de différentes structures de données dans Seagull, et on va juste utiliser cette fonction-là qui va calculer le bounding box optimal. Hop, ça c'était pour aller vite. Donc si on reprend le changelog, donc tetrahedral median, optimal bounding box, il y a un petit truc nouveau dans Seagull 5.1 qui est un ensemble de tutoriels. Alors pareil, je vais aller très vite, mais ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de rajouter un peu des tutoriaux pour quand on a des choses qui sont un peu compliquées. Donc par exemple, surface reconstruction, il y a 3 méthodes dans Seagull. Poisson, Advancing Front, Scale Space. Et donc, du coup, ce tutoriel, il essaye d'expliquer la chaîne complète quand on a besoin de reconstruire un nuage de points. Qu'est-ce qu'on a en entrée, quelle méthode on peut utiliser, quels sont les pré-process qu'on peut utiliser qui existent dans Seagull. Donc, c'est vraiment essayer avant, toutes ces infos, elles étaient présentes, mais elles étaient dispatchées dans plein de pages de manuel et compliquées à trouver. Et donc maintenant, avec ce tutoriel-là, si on veut faire de la reconstruction, on vient là et on a normalement voilà, plus d'infos. Donc là, il y a les avantages et inconvénients des méthodes, on a des comparaisons, on a des pipelines, on explique comment on fait pour faire les différentes étapes, les pré-process qui existent. Donc c'est assez complet, c'est assez pratique pour un utilisateur qui va pouvoir partir de là. Et il y a un full code example qui est assez complet, qui fait déjà pas mal de choses. Donc voilà. Et le deuxième tutoriel qui existe, c'est sur les GIS, puisque il y a pas mal de travaux qui existent là-dessus en ce moment. Et donc c'est pareil, ça présente aussi un peu comment on peut combiner différents outils qui existaient ou qui sont nouveaux dans Seagull pour reconstruire une surface, pareil à partir de nuages de points, je pense. Donc il y a les différentes étapes, il y a la reconstruction, il y a des traitements, il y a du calcul de caractéristiques, voilà, il y a des algorithmes pour boucher les trous, pour remailler. Et donc c'est pareil, ça montre un peu les différentes étapes, comment on peut enchaîner différents outils pour ce cadre de GIS. Ici, faire des courbes de niveau, classifier, et le full code exemple. Donc on va essayer d'en faire de plus en plus parce que c'est quelque chose qui, pour les utilisateurs, sont pratiques. Ensuite, donc là, c'est plus des petits trucs qui sont des améliorations, des nouvelles fonctionnalités. Donc je détaille pas. Polygon Mesh Processing, je vais pas détailler, mais par contre, je voulais le citer parce que j'ai pas l'onglet là. Parce que il y a de plus en plus de fonctions dans Polygon Mesh Processing. C'est vraiment un package qui grossit et qui permet de faire de plus en plus de traitements de maillage. Donc, je vous encourage d'aller voir quand vous avez des problèmes. Ça fait de la correction topologique, ça fait boucher les trous, garder des plus grandes composantes connexes, recalculer des normales. En fait, ça fait pas mal de choses. Ça enlève les auto-intersections. Donc, quand vous avez vraiment des maillages que vous voulez nettoyer, il y a de plus en plus de fonctions là-dedans qui sont directement utilisables. Donc, c'est pratique. Point set processing, donc il y a quelque chose qui a été qui a été rajouté, c'est une intégration d'OpenGR. Donc OpenGR, c'est la librairie de registration de nuages de points qui est développée par Nicolas Melado. Et donc désormais, elle est wrappée, on peut l'utiliser directement dans Seagull au travers de ces fonctions-là qui permettent donc de faire de la mise en correspondance en utilisant l'algo de Super for PCS. Hop, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petit truc à dire? Surface Mesh Simplification, il y a une nouvelle méthode de simplification de Garland et Egbert qui a été rajoutée. Et c'est tout pour les trucs que je voulais présenter vite fait. Et je vais présenter un tout petit peu plus ce package-là, qui est bien sûr le plus important, Surface Mesh Topologie. Donc, voilà. Pourquoi c'est le plus important? Parce que ça a été contribué par Francis et moi.
Donc ça permet de manipuler des courbes sur des surfaces. Donc c'est le début, donc pour l'instant il n'y a pas énormément de choses, mais il est prévu de l'étendre. Donc pour l'instant, ce qu'on peut faire avec ce package, c'est principalement deux choses. Calculer le plus court cycle non contractible sur une surface et tester si deux chemins sur une surface sont homotopes. Donc en entrée, on prend une surface, c'est décrite par une half-edge. Et donc un chemin sur cette surface, c'est une séquence d'half-edge qui sont consécutives. Donc c'est orienté. Et à partir de là, on peut commencer par exemple à calculer le plus court cycle donc contractible. Donc ça c'était très dans le meshing, surface mesh amplification, surface mesh topologie. Celui-là. Et en interne, ça utilise les contractions sur les cartes combinatoires que tu avais fait ou c'est vraiment autre chose? Alors en interne, oui, c'est les cartes combinatoires et ça fait de la. Alors est-ce que ça fait de la contraction? Non, ça fait pas de la contraction. Ça fait des opérations de modification sur les cartes combinatoires, mais pas de la contraction. Ok. Mais l'interface, elle reste surface mesh. C'est tout en fait. L'interface utilisateur. C'est n'importe quel HDS de Seagull. Donc soit surface mesh, soit polyhédron, soit une carte combinatoire. Ok. Alors là, cet exemple-là, il prend un double tore comme ça, là, qui a été un peu trafiqué. Donc, sur les arêtes, on a rajouté des sommets. Donc, vous voyez, chaque quad, c'est plus un quad maintenant, c'est un quad, mais qui est subdivisé avec plein de sommets. Sauf ici, hop là, pourquoi je dis sauf ici? Ah oui, sauf ici, ici, là, ça n'a pas été, comment tu fais pour enlever le chemin? Je sais plus. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, cette arête-là, là, elle est moins subdivisée que les autres. Donc c'est fait exprès, comme ça maintenant, sur cette surface-là qui est mon input, et puis ce truc-là, il a été rétréci géométriquement. Donc sur cette surface-là, je calcule le plus court cycle non contractible. Et donc ce plus court cycle non contractible, on peut le pondérer on peut pondérer les arêtes par un poids. Donc, par défaut, toutes les arêtes ont un poids 1. Donc, quand on calcule le plus court cycle. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai mis mon plan de clipping, pardon. Je voulais remettre les chemins. Donc, par défaut, quand toutes les arêtes ont un poids 1, le plus court cycle non contractible que je trouve, c'est celui-là, là, le rose. C'est celui qui a le plus petit nombre d'arêtes. Donc, ici, on voit qu'il a 12 arêtes. Et ensuite, un autre poids qu'on peut mettre qui est raisonnable, c'est sur chaque arête, on va mettre comme poids la longueur du segment associé. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, le plus court cycle non contractible qu'on va trouver, c'est celui-là, là, ici, qui est de longueur 5,4 et qui a 24 arêtes. Donc, cet algo-là, pour trouver le plus court cycle non contractible sur une surface, c'est un algo qui a été proposé par Francis, qui est basé sur des arbres couvrants et qui est quand même complexier quadratique. Donc, quand la surface est très grosse, ça peut prendre du temps. Donc ça, c'est le premier truc qu'on peut calculer. On peut calculer le truc dual qui s'appelle face with. Donc c'est face en rouge là. Donc j'ai pris le même maillage. Je veux calculer une séquence de faces qui sont 2 à 2 adjacentes. Donc adjacentes soit par une arête, soit par un sommet. Donc vous voyez ici là. Et je veux que ces faces-là, leur nombre soit minimal. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le face width d'une surface. Et donc là, on a le cas, et ici, on a 6 faces. Et bien sûr, oui, on veut, pardon, que le cycle qui passe par ces faces soit non contractible. Donc ça, c'est le face with. Et donc le deuxième test qui est implémenté dans ce package, c'est les tests d'homotopie. Donc test d'homotopie, on prend une surface, on prend cette fois deux courbes sur cette surface,
et on veut se poser la question, est-ce que ces deux courbes sont homotopes? Homotopes, ça veut dire, la définition avec les mains, on peut déformer continuellement la première dans la deuxième. Donc c'est ce qui est illustré ici sur cette figure. Donc les deux courbes ici sont homotopes parce que par une suite de déformations continues, on va pouvoir amener la première à la deuxième. Donc tester que deux courbes sont homotopes, ça se fait, on définit les deux courbes, c'est deux chemins sur la surface, et on va directement tester est-ce qu'elles sont homotopes. Donc l'exemple c'est... Non, c'est pas celui-là, celui-là c'est après. Donc ici, on a trois chemins sur la surface. Et donc le vert et le mauve, ils sont homotopes. C'est ce qu'il dit ici dans le terminal. P1 est homotope avec P2, alors que un des deux n'est pas homotope avec le orange, ce qui est dit ici aussi. Donc test d'homotopie, c'est pareil, c'est un algorithme aussi proposé par Francis. Celui-là, il a une complexité linéaire, ce qu'on peut voir ici quand on a fait nos tests. Hop. Là, ça c'est... voilà, c'est ça. Le temps de calcul du test d'homotopie en fonction du nombre de brins des chemins, et donc on observe bien la linéarité, et on voit que ça va quand même assez vite. Pour 20 millions, on a 45 secondes. Donc ça, c'est les tests d'homotopie quand c'est des cycles, et il y a un dernier test qui est quand les chemins sont pas des cycles, mais sont des chemins ouverts, donc c'est ce cas-là. Dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de faire de l'homotopie parce que un chemin qui est ouvert, il peut toujours être déformé à un point, et donc deux chemins ouverts seront forcément homotopes. Par contre, on peut faire l'homotopie à extrémité fixe. Donc ça veut dire, je prends le chemin vert ici. Voilà, donc ce chemin il est ouvert, il part d'ici et voilà. Et je me pose la question, est-ce qu'il est homotope avec le chemin, voilà, par exemple celui-là, en m'interdisant de bouger les deux sommets extrémités. D'accord? Donc là, pour le vert et l'orange, c'est le cas. Ils sont homotopes à extrémité fixe. Par contre, le vert n'est pas homotope à extrémité fixe au rose. Parce que vous voyez, si on fixe ces extrémités, on ne peut pas faire passer le vert de l'autre côté du tore de manière continue. Et un dernier test dont je n'ai pas parlé, c'est tester si un chemin est contractible ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il peut être amené à un point. Et donc, c'était donné dans les exemples que je vous ai montrés déjà. À chaque fois, il y avait est-ce que le chemin est contractible ou pas. Donc voilà pour ce package. Donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé au début. En entrée, on prend une surface qui peut être représentée par a priori n'importe quelle structure de données de type Alphedge. Donc soit polyédron, soit surface mesh, soit une carte combinatoire. Et un petit truc sympa qu'on a rajouté, qui est illustré ici, c'est quand on veut faire des tests, c'est pratique de pouvoir créer. Donc ces surfaces, ça peut être des OFF qu'on lit, voilà, classique, des OFF utilisés en computer graphique. Mais des fois, pour des tests, ça peut être pratique de créer des surfaces particulières. Et pour ça, on a ce qu'on appelle des schémas polygonaux. Donc un schéma polygonal, c'est un ensemble de faces que l'on va coudre entre elles, avec sur chaque arête, on a un label. Et donc, comme vous voyez ici, quand je crée une face, si je crée cette face-là, je vais donner la suite des labels de manière ordonnée. Donc, A, B, moins A, moins B, C, D, moins C, moins D. Quand je fais ça, à chaque fois que j'ai un label et son opposé, les deux alpha-edge vont être opposés l'une de l'autre. Donc, par exemple, A ici va être recollé avec moins A, B avec moins B, C avec moins C et D avec moins D. Et donc ça, du coup, c'est un double tore.
Et donc c'est une manière classique de créer des surfaces avec des topologies bizarres. On peut aussi créer des surfaces avec des trous et on peut aussi créer des surfaces avec plusieurs faces, comme c'est illustré ici. Donc ces schémas polygonaux, ça permet de créer facilement des surfaces pour des tests. Les mathématiciens aiment bien travailler avec ces trucs-là parce que, comme on voit sur un exemple, je ne sais plus lequel, voilà ici, ça leur parle de créer des faces. Ils peuvent faire des petits dessins en 2D et ensuite on peut créer des chemins en utilisant les labels comme illustré ici. Je crois que c'était tout. Temps de calcul, j'en ai parlé. Implémentation de détail, je détaille pas. C'est le premier, c'est des arbres couvrants principalement, et le deuxième, c'est on calcule une quadrangulation. Donc ça rejoint ta question, David. Pour la quadrangulation, c'est une structure de données interne on part de la surface qui est l'entrée de l'algorithme. On calcule une quadrangulation minimale. Et pour ça, on utilise des opérations, suppression d'arête, quadrangulation, insertion de sommet, qui va nous ramener là. Et ensuite, les tests de Motopy sont faits sur cette quadrangulation minimale. Voilà pour le package Surface Mesh Topology. Donc, on a un GSOC en ce moment qui travaille là-dessus pour rajouter le test de Motopy, mais en préservant les croisements. C'est aussi des problématiques qui intéressent Francis. Donc, ça, c'est en cours. Et puis, voilà. Donc, il y a d'autres petits trucs qui sont plus mineurs, soit des bugs fixes, soit des petites fonctionnalités qui se rajoutent. Et pour conclure, je vous encourage à télécharger et à utiliser Seagull. Voilà. Merci. Super. Pile poil. 33 minutes. Nickel. Est-ce qu'il y a des questions qui n'auraient pas été posées? Ouais, j'avais peut-être une petite, là, je sais pas, sur donc là, le paquet, il est tout nouveau de Mesh Topo. Oui. Du point de vue Geometry Factory, ils sont sollicités par les industriels sur ce genre de choses, et c'est quoi le contexte, hein, s'il y en avait? Alors, sur ce package-là, c'est Francis qui a sollicité Seagull pour insérer ses algos dedans. Donc, c'était ça partait plutôt de côté académique, quoi. Alors, ça arrive des fois qu'il y a des industriels qui sollicitent. Il y a un autre package en cours, c'est des industriels qui d'ailleurs vont contribuer et rajouter une fonctionnalité dans Seagull. C'est plus rare, hein, c'est plus rare. Après, Geometry Factory travaille beaucoup avec tout ce qui est correction de surface. Et correction de surface, il y a des fois des algos qui ont besoin de calcul topologique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Toc. Point. Super.